Bonsoir à tous, c'est Tambour Battant consacré au premier roman, roman d'apprentissage ou apprentissage du roman. Alors nos invités sont Marie Gauthier, Cécile Guidot, Colin Lemoine et Leïla Bouerafa. Alors je vais commencer avec vous Marie Gauthier, vous venez de publier Court vêtu, et Court vêtu, publié chez Gallimard, a reçu le prix Goncourt du premier roman. En fait, vous avez fait des études de lettres, ensuite un peu de théâtre, si j'ai bien compris, et votre livre est un livre, je dirais, léger. Est-ce que vous acceptez ce qualificatif ? Léger, peut-être parce qu'il est court, il n'est pas très épais, on peut dire ça. Sinon, oui, il traite son sujet, effectivement, il parle beaucoup de légèreté. Alors, Court vêtu raconte les aventures de Félix, donc un jeune garçon de 14 ans qui débarque dans un petit bourg de province avec son sac, un bout de papier, son air juvénile. Et en fait, l'apprentissage chez quelqu'un qui s'appelle le père Omégo. Pendant tout le roman, on voit le père Omégo, cantonnier, qui a des gros yeux un peu humides, va lui permettre de travailler au grand air et d'oublier sa famille. C'est un stage. Dans les parages, il repère vite la présence électrique de Gilles. Alors Gilles, c'est la fille de son patron. De 2 ans son aînée, elle est employée à la supérette, au bout de la rue commerçante, et la demoiselle a ouvert une brèche dans le conformisme du village, peu farouche. Elle accorde facilement ses faveurs aux hommes. Quant à Félix, le considère un petit peu comme un petit frère, quelqu'un avec qui on a une certaine tendresse. Elle le prend sous son aile. Lui attend son retour, l'épie, l'écoute, et elle l'écoute lui raconter ses virées et affirmer qu'un jour, elle ne sera plus là. Alors, il y a une espèce de mystère en même temps dans le livre. Déjà, vous avez dit, c'est l'histoire d'un garçon, mais le titre est bien féminin, Court vêtu, c'est au féminin, donc je pense que le personnage féminin est quand même, justement, vous parliez de légèreté, c'est le personnage féminin qui incarne vraiment ce mystère aussi, on va dire, parce qu'effectivement, c'est une rencontre, c'est-à-dire c'est un peu délicat ou subtil, ce qui peut se passer entre deux êtres. À la fois, elle incarne quelque chose de très vivant, de très sensuel, et la rencontre avec ce garçon se fait sur un mode du regard, de la fascination, et d'où, je suppose, le mystère dont vous parlez, c'est-à-dire c'est une espèce elle est dans la vie un peu incandescente, et puis lui est à peine sorti de l'enfance et pille avec beaucoup de curiosité et de désir aussi, d'envie, cette jeune fille. Alors Marie Gauthier, pour la décrire, elle, vous dites vive, légère, alerte, elle est comme un courant d'air dans la maison, et vous dites, elle arrivait pour repartir 1 seconde plus tard, et la nuit, elle filait sans prévenir. Oui, et bien c'est ça, c'est légèreté. La légèreté, légère et court vêtue, elle allait à grands pas, c'est-à-dire la référence donc à la fable de La Fontaine. À la fable de La Fontaine. Donc la laitière et le pot au lait. L'héroïne s'appelle Perrette, et on a sans doute un peu dans son enfance, on apprend cette poésie à l'école où on la connaît. Et Perrette, donc c'est une jeune fille qui a des rêves de grandeur, ou qui est avide voilà, qui fait un peu des... Aujourd'hui, on dirait des plans sur la comète. Tout est boisé dans le livre. C'est assez curieux. C'est un peu comme si la forêt était tout le temps présente, presque hantée. Un peu comme si la rapidité du récit n'empêchait pas qu'il y ait un décor qui est la chaleur de ce bourg. Et en même temps, il y a une maison, qui est la maison de l'homme Omégo, et qui, elle, est froide. Alors vous parlez de forêt, mais c'est une forêt symbolique, parce qu'il n'y a pas de forêt. Si, vous avez senti la campagne. On sent la campagne en tout cas, le bord de l'eau, où il se passe parfois des la choses rivière, un peu érotisées. Non, j'ai dit que tout est boisé. C'est un peu comme si on respire la nature dans le livre, et dans la manière dont l'héroïne, au fond, court partout. On a l'impression, vous voyez, le souvenir que j'ai, c'est elle court partout dans la nature, au milieu des herbes, partout, au bord de l'eau, etc. Mais aussi dans la supérette. C'est vrai. L'employé, donc c'est ça. il y a un côté urbain aussi, bien sûr.
C'est-à-dire, elle marche beaucoup. Et comme on est à la campagne, c'est ça, elle gambade et elle porte une jupe courte. Et l'expérience de son corps, la sensation de son corps, c'est d'arpenter, de marcher, de... Justement, donc le corps joue une grande importance dans ce livre, évidemment, et le titre l'annonce, mais moi, il y a quelque chose qui m'a plu dans le livre en particulier, mais c'est dans les scènes, non pas érotiques, mais disons érotisées, il est très rare que les auteurs échappent aux clichés. Et c'est souvent très lourd, voire lourdingue. Et là, finalement, vous y échappez assez bien, où le désir est suggéré, dans ces pages où le désir est suggéré, je trouve, comme posé sur un drap froissé qui autorise toutes les conjectures, mais qui ne dit pas grand-chose, au fond, avec la sensation, Antoine le disait, d'un vent léger qui passe sur la peau, les parfums aussi qui jouent un rôle très important dans le livre, une atmosphère humide qui aiguise les sens, mais franchement, ça nous change, hein, de scènes parfois lourdaudes qui, moi, je vous l'avoue, me tombent des mains. Vous dites ça par rapport à l'érotisme, aux scènes oui, à la manière dont le corps... La légèreté de l'érotisme. La légèreté de l'érotisme, voilà, la manière dont il est traité dans le livre, et qui nous change un peu, et dans le bon sens. Et d'ailleurs, j'ai lu quelque part que Philippe Claudel, le jury Goncourt, disait « Le roman, par sa thématique, aurait pu être graveleux, oui. Pourtant, rien, jamais n'est au-delà d'une écriture d'une grande pudeur qui concilie l'érotisme avec une retenue. » Et c'est effectivement ce que j'ai perçu dans le livre. C'est flatteur, ça me plaît qu'on dise ça. En fait, bon, on a parlé de la référence, oui. qui est La Fontaine. Mais au départ, moi, pour tout vous dire, je ne l'ai pas trouvé très engageant. C'est une idée de l'éditeur, c'est votre idée? Non, c'est moi. Parce que ça donne une fois qu'on est entré dans le livre, on comprend. Mais au départ, c'est vrai qu'il y a quelque chose, pour moi, de pas très engageant. Ça fait peur? C'est un peu brutal? Pas forcément peur, c'est pas par bégueulerie, mais c'est par une sorte de... On se dit, c'est dans Cours vêtu, il y a cours. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être un peu court, ça va être un peu... Voilà. D'accord. Donc voilà, je suis pas sûr que elle est interloquée. Je suis pas sûr que c'est un grand titre, voilà. Mais bon, après... Moi, il me plaît. Et puis, en plus, je l'empruntais quand même à pas n'importe qui. Mais alors voilà, la référence le pose. Voilà, et qu'il est là. C'est-à-dire que oui, tout seul comme ça, je trouvais qu'il accrochait aussi, parce qu'il est féminin, parce que oui, ça évoque, on se dit, tiens, sous le mystère, sous les jupes des filles. Et puis, si on le remet dans moi, je le rétablis aussi dans ce vers, qui est très important, parce qu'effectivement, il porte tout l'élan du livre, c'est ça. C'est-à-dire, c'est d'avoir 15 ou 16 ans, d'être une jeune fille et d'avoir envie de vivre. Marie Gauthier, d'une certaine façon, vous insistez beaucoup, et vous m'avez repris par rapport au garçon, sur la fille. Oui. Mais moi, je voudrais parler du garçon. Parce qu'il y a un contraste entre ces deux corps. Il y a un corps léger, facile, qui est le corps de cette fille qui court partout. Et puis lui, Félix, il ne sait pas trop quoi faire de son corps, qui est un corps maladroit, d'adolescent qui n'arrive pas à dominer son corps. Oui. Un petit peu comme s'il y avait un contraste des deux corps. Absolument, oui, c'est ce qui fait souvent qu'il y a une attirance, en fait, c'est la différence, quoi. C'est souvent le cas d'ailleurs entre les garçons et les filles à cet âge, hein, où les filles ont quand même un cadre d'avance. Oui. Ils ont très peu de différence. Non. Elle a 16 ans, il en a 15 en voilà. gros. Quoi. Et pourtant, cela dit, les garçons qui sont là l'ont vécu, un garçon de 15 ans, une fille de 15 ans, ce n'est pas la même chose. Il y a une différence quand même de maturité et d'évolution, ne serait-ce que physique. Et vous la faites bien sentir justement. Oui. D'un côté la lourdeur, une espèce de côté pâteau, voilà. Et puis de l'autre la légèreté. Maladroit, on va dire. Ouais. Que encore, j'aime bien dire, dans les rondeurs de l'enfance. C'est ça. Alors que voilà, elle s'est déjà mise à arpenter. Alors on va arriver au cœur du livre, parce que le cœur du livre, me semble-t-il, c'est cette femme qui, tranquillement, sans aucun scrupule de quelque genre que ce soit, jeune, vieux, je vous cite, homme marié, moustachu, barbu, poilu, ça étourdissait Félix, ça lui faisait un drôle d'effet d'imaginer tout ce qui entrait dans le corps de Gilles. Ah bon? Qu'est-ce qui entrait dans le corps de Gilles? Excusez-moi, la sexualité, c'est quelque chose de fascinant. Oui. Pour tout le monde, d'ailleurs, pas que pour les adolescents. Mais donc, surtout pour les adolescents, c'est vrai que c'est mystérieux, c'est brutal, c'est violent. Il y avait eu autrefois un film avec Bernadette Lafont, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est très vieux, où il y a une fille comme ça qui arrivait à conquérir tout un village et qui faisait l'amour avec tout le village. Et tout le monde, elle était occasion de scandale évidemment.
Oui. Et Bernadette Lafont jouait ça formidablement. La fiancée du pirate. La fiancée du pirate, exactement. Moi, ça me fait plutôt penser, pardon de vous couper, à l'héroïne de L'été meurtrier, incarnée par Adjani. Oui. Pour ce côté mystérieux, évanescent, courte vêtue, et pour cette histoire d'arpenter un village comme ça. Adjani, je la revois dans ce film, marcher le long d'une route dans ce village, et il y a l'été aussi qui est très présent, comme dans ton livre. Et cette héroïne incendie le village, comme ton livre. Moi, il y a quelque chose qui... Oui, moi, j'ai pensé qui- effectivement vrai, on à l'a deux déjà livres, dit. parce que ce sont des livres au départ, L'été meurtrier de Sébastien Japrisot, Oui. et puis L'été en vente douce de Pierre Pelot, avec la... Philippe Claudel m'en a parlé aussi. Voilà, oui, voilà. c'est la même Et c'est chose. vrai que l'atmosphère est celle-là, un peu moite, cette chaleur, et puis cette femme qui passe, cette fille, plus que femme Voilà, qui je passe. préfère très jeune fille. Hein. Voilà, très jeune Aussi, fille, et qui met tous les mâles alentour en émoi, et donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on se demande quelle est sa conscience de ce qu'elle provoque, de l'érotisme qu'elle provoque. Alors justement, je crois que moi, ce qui la défend, justement, c'est son très jeune âge. Quand vous parlez de femme, ou quand on parle d'Adjani, Adjani aussi, il y a le côté un peu proche de l'hystérie, souvent dans les rôles qu'elle a joués, un peu comme ça, maladif. Et je trouve que la mienne, son excuse fondamentale, c'est 16 Pourquoi ans. il faut une excuse? Disons que ça bouleverse l'ordre des choses. Pour moi, c'est pas une femme fatale. Elle a pas l'âge. Voilà, c'est pas J'ai une. jamais dit que c'était une femme fatale. Mais quand vous dites qu'il faut une excuse, ça veut dire que ça vous pose un problème d'avoir fait un livre où cette femme transgresse toutes les Cette règles jeune fille. morales. Non, Cette jeune j'adore ce fille, qu'elle incarne. Cette jeune fille Mais transgresse. elle l'incarne parce qu'elle a 15 ans et demi, 16 ans. Elle aurait 22 ans, on la regarderait plus du tout pareil. C'est pas du tout la même chose. Là, à 15 ans, c'est le début de la vie, c'est naissant, c'est expérimental, c'est... Mais chez elle, il n'y a aucune volonté, je dirais, c'est-à-dire qu'elle est quasiment neutre Elle dans se laisse sa faire. manière d'être. Elle se laisse faire. Et Voilà. donc, il y a ce qui frappe chez elle, c'est cette liberté un peu primaire, finalement. Nulle contrainte, nulle aspiration particulière, elle se fiche de ce qu'elle veut être dans la vie, etc. Elle n'y pense même pas, et elle se laisse porter par les vents qui passent, en quelque sorte. Ouais, Elle ne pense pas à mal, moi je trouve aussi. Pas Puis du tout. elle est vraiment dans une forme d'offrande, Ouais. avec l'inconscience, L'inconscience, que vous voilà. disiez, et un rapport d'évidence aussi, il me semble, à cet âge-là aussi, et chez les jeunes femmes, où le corps coïncide avec lui-même, il y a quelque chose, on naît. On est. Et lui, évidemment, est C'est beaucoup juste. plus engourdi. Il est pas encore fini. Il y a quelque chose Ouais. qui demande à éclore Voilà. et qu'elle lui révèle. Je trouve que c'est aussi dans ce hiatus-là que se passe quelque C'est un chose. apprentissage amoureux, en fait. Mais aucun des deux n'a au fond de scrupules moraux. C'est-à-dire, ni chez elle, ni chez lui, il y a un jugement moral sur ce qui se passe. Non. Ah non, pourquoi faudrait-il en avoir? Non, il faudrait y en avoir, parce que traditionnellement, une femme comme ça qui se tape tout un village, ça pose quelques petits problèmes. Et ça peut poser, dans la réalité, ça peut poser quelques petits problèmes. Une jeune fille, et puis on voit aussi que parfois on peut Encore aussi se insultant, poser une la jeune fille. question que aussi s'il n'y a pas une part d'affabulation. Ah bon? Je sais pas, je laisse entendre, même si c'est très la réalité sexuelle, on va dire, elle est là, elle est brutale, mais on sent dans son espèce de, elle parle beaucoup, elle va vite, elle claque les portes, vous elle sort, parlez- elle rentre. Lui aussi, il imagine. Vous parlez de réalité crue, mais au fond, le roman n'est pas réaliste. Moi, je ne le vois pas comme ça. Il y a beaucoup c'est très onirique, il y a beaucoup de rêveries. Voilà. oui. Est-ce que tout est vrai? On n'en sait rien. Voilà, Est-ce qu'il y a du fantasme? Sûrement. Je trouve que ça, surtout, ça évoque le désir, en fait, plus que la conquête de consommer. C'est pas du tout une consommation. C'est quoi habiter son corps? C'est quoi être vivre dans avec son son corps? corps. C'est vivre avec son corps. la qui a toutes ses jouissance, Voilà, c'est ça, la jouissance. d'être, Mais alors la jouissance comme il dit. avec toutes les générations mélangées. Moi, ce qui m'a plu, c'est d'une façon et qui est étonnante, c'est que peu importe la génération des hommes qui va passer. Tu ne t'es pas senti exclu. Non, voilà. Non, mais c'est vrai, il y a les hommes âgés, il y a les hommes jeunes, il y a le directeur du magasin où il travaille. Bah, c'est-à-dire, c'est la liberté, mais en même temps, c'est dans un petit bourg, il n'y a peut-être pas tant de choix que ça. C'est ce qui arrive, ce qui se présente, c'est pas...
Si ce n'est que quand le désir affleure chez Félix, on sent chez elle une forme de trouble aussi. Ah bah oui. C'est là où il se passe quelque Voilà, chose c'est là où finalement. voilà. De voir ce qu'elle peut susciter réellement, sans la crudité aussi Voilà. du Et chez un désir. être vulnérable. On ne dira pas la fin. On ne dira pas la fin. Il faut le lire, c'est trop de plaisir. Alors, ça s'appelle Marie Gauthier, Court vêtu, et c'est chez Gallimard. Patrick Tudoret, on passe à Qui vive de Colin Lemoine. De Colin Lemoine. Donc Colin Lemoine, vous êtes historien de l'art, critique d'art. On vous présente comme un spécialiste en matière de sculpture. Vous avez donc publié notre livre, on va en dire un mot, mais Qui vive, votre premier roman. Et vous êtes l'auteur donc d'un certain nombre d'ouvrages, notamment sur Giacometti, Antoine Bourdelle. Avec Jacques Lang, vous avez signé un livre sur Michel-Ange chez Fayard en 2012. Et votre livre Alberto Giacometti face à Antoine Bourdelle, de la conversation au reniement, disons aux presses du réel, en 2016, a été primé par l'Académie des Beaux-Arts. Vous êtes aussi commissaire d'exposition. Donc j'avais lu, moi, Qui vive, peu après sa sortie, en janvier dernier, et j'avais déjà apprécié le livre, évidemment, grandement, sinon vous ne seriez pas là, mais j'étais passé à côté d'un certain nombre de choses. Et là, je l'ai relu pour l'émission, et j'ai un constat qu'il est que non seulement il supporte une deuxième lecture, mais qu'il déploie toutes ses qualités vraiment dans cette deuxième lecture, et notamment un style, je le dis d'emblée, tout à fait remarquable, avec une grande richesse lexicale, un climat singulier. Et donc, est-ce que vous avez puisé le thème de ce roman dans vos souvenirs et en d'autres termes, est-ce que Alain, donc le sujet de ce roman, puisque c'est un portrait, il s'agit d'un portrait. Donc, qui est-il cet Alain? A-t-il réellement existé, cet Alain qui obsède tant le narrateur? Oui, c'était... Donc, en effet, il a existé. Alain était le meilleur ami de mon père. Alain est mort alors que moi, j'avais 20 ans. Et je voulais, en fait, concevoir un livre sur l'enfance. On en reparlera peut-être concernant le roman d'apprentissage, mais en effet, je voulais essayer de toucher à ce moment qui est toujours un peu impressionniste, dans le flou, un peu flottant. Et il m'a semblé assez judicieux de faire appel à cet Alain, qui est un personnage réapparaissant, on dit chez Balzac, comme ça, qui revenait qui revient dans mon enfance et dont je savais très peu de choses finalement. Je l'ai croisé une quinzaine de fois entre mes 10 et 20 ans, et je voulais convoquer ces quelques moments, essayer de lever le voile, de révéler les choses, comme on dit, d'une image photographique presque, pour essayer de faire revivre ce personnage et avec mon enfance. Donc c'est aussi un livre, je l'espère, sur la question du souvenir et sur ce matériau qu'est le souvenir, qui est le presque rien finalement, puisque de cet infime, j'ai voulu essayer d'exhumer, d'exaucer quelque chose. Donc, et ça passe par la figure d'Alain comme une sorte de portrait de l'absent, mais c'est aussi un portrait de l'absence qui est l'enfance disparue, finalement. Aussi. Colin Lemoine, il y a presque une musique tragique dans le livre, parce qu'on sait très vite qu'Alain est mort, et donc c'est un peu comme si cette adresse faite à un mort était au fond d'abord vraiment au cœur des problèmes que posent la vie et la mort. Mais en même temps, c'est peuplé de silence et c'est peuplé de moments extrêmement forts, comme si c'était des soupirs, comme si c'était des regrets. Et on a l'impression que le livre est une manière à la fois de remonter le temps, et en même temps de changer d'espace. C'est-à-dire, vous êtes dans un espace et vous nous portez tout le temps dans ces espaces qui ont été ceux de l'enfant que vous êtes, que le narrateur est, et dont vous racontez l'histoire. Oui, c'est juste. Vous dites plusieurs choses. Il y a les soupirs et les silences. C'est-à-dire, je crois que c'est aussi rendre justice à ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire de trouver la musicalité aussi de la langue, mais aussi de comment les choses reviennent aussi par homophonie, lorsqu'on se souvient des choses flottantes entre deux mots qui se ressemblent, des choses comme ça. Donc il y a en effet cette dimension. Et puis je crois que le souvenir, oui, c'est une manière c'est une opération médiumnique presque, qui nous permet de nous échapper de la tyrannie du présent,
du hic et nunc de la pensée. Et donc il y a dans le souvenir cette manière de s'exiler très rapidement du moment, si on s'ennuie autour d'une table, si on est allongé dans son lit, on peut évidemment aller vers l'ailleurs. Il y a une vraie sédition du souvenir. Moi je pense même qu'il y a une dimension politique. Dans ce souvenir, c'est accéder à des choses enfouies et qui ne sont pas là. Et c'est échapper aux choses. On sent très bien chez vous, dans le livre en tout cas, il y a cette manière, effectivement, par le souvenir, d'avoir accès à des interstices, à des choses impalpables, et qui nous font sortir finalement de ce que Bergson appelait l'espace-temps. On sort de l'espace-temps pour aller vers une durée pure, quelque chose de tout à fait étrange. Et chez vous, ce qui est frappant, c'est que vous l'exprimez, et vous avez cité, vous l'avez dit, de manière impressionniste, donc avec une sorte de flou, et à d'autres moments, eh bien, il y a une acuité tout à fait étonnante, et que je dirais digne d'un entomologiste. Et les deux, donc, s'affrontent pour dessiner le portrait de cet homme. Et donc, il y a, avec des mises en abîme, enfin, vous jouez sur plusieurs registres, mais beaucoup de manière spéculaire, avec l'idée du miroir. Oui, et puis en effet, il y a cette chose impressionniste qui ressemble presque à une forme aussi d'ivresse, où les choses sont toujours un peu comme éteintes, vues à travers une vitre un peu comme ça, sur laquelle la pluie serait tombée, et puis en même temps, le désir de se raccrocher à 4-5 petites choses très factuelles, dont je sais qu'elles sont vraies, si tant est que la vérité est à voir avec le souvenir, ce que je ne crois guère finalement, et notamment cette petite voiture qui est sur le bandeau de Gallimard, qui donc, est... La petite voiture, effectivement, et il est marqué derrière « Collection de l'auteur ». Exactement. Donc je précise. Puisqu'elle m'appartient, c'est une petite voiture que Alain m'avait offerte. Donc ça, c'est vrai, la référence est... C'est vrai. J'avais une dizaine d'années, il m'avait donné ça comme une forme de trophée. J'y voyais parce que Alain savait donner beaucoup de sens à ses dons et à chacun de ses gestes. J'y voyais vraiment comme un viatique pour la vie à venir, et donc il m'avait donné cette petite voiture. J'ai appris plus tard d'ailleurs qu'il s'en était dessaisi parce que c'était une voiture qui lui avait été offerte lui-même quand il était enfant. Donc c'est aussi l'histoire continue, et cette petite voiture revient parce que mon père en a hérité, et elle revient comme un fil rouge ou vert dans le livre comme ça, qui me permet de me raccrocher à l'une des rares choses. C'est un suaire finalement de cette histoire, de cet homme disparu. Colin Lemoine, c'est 20 chapitres pour faire finalement le portrait d'un homme énigmatique. Un peu comme si on était à la recherche de cet homme, et que de votre côté, vous aviez appris au fur et à mesure une sorte de frustration. Frustration parce que le petit garçon que vous êtes, retour sur l'enfance, est en dehors de la relation qu'Alain a avec votre père, et vous vous sentez exclu, et en même temps, vous y participez. Vous y participez par la manière dont vous le reconstituez. Alors j'ai envie de vous dire, surtout avec la manière dont vous avez parlé jusqu'ici, récit ou roman ? Parce que, bien évidemment, l'éditeur a mis roman sur la couverture, mais vous faites comme si c'était un récit. Oui, je vous dirais après tout que je n'accorde pas beaucoup d'importance à ce terme-ci finalement. On s'en est parlé évidemment avec l'éditeur, savoir ce que l'on allait mettre. D'emblée, lui m'a dit il faut mettre roman, puisque qu'importe justement l'authenticité, la véridicité des choses, c'est pas bien grave. Moi, ce que j'aime dans le mot roman, j'aime ce côté finalement mot valise, enfin qui était aussi le roman, c'était la manière, c'était les langues romanes, donc c'était ce qui en fait échappait au pouvoir, à l'orthodoxie religieuse, etc. Donc le mot roman me va parce qu'il veut dire beaucoup de choses. Et je crois que c'est aussi un écran qui veut dire, on rentre dans un livre finalement. On eût mis récit, que ça ne m'ait pas choqué non plus, mais voilà, l'idée qu'on puisse être sur la tangente Pour qu'on se rende compte de l'écriture que déjà Patrick Tudoret a souligné, je voudrais dire un tout petit extrait. Du reste, j'ai beau me retourner, je ne vois derrière moi que des paradis perdus. De splendides paradis perdus dont mon branle-bas intérieur m'a appris que les larmes répétées qu'ils sont des paradis parce qu'ils sont perdus. Paradis perdus, ça veut dire qu'au fond, pour vous, cette enfance, c'est quelque chose que vous réhabitez par l'écriture et qui, en conséquence, vous constitue encore aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je crois que la perte est la clause du souvenir. De toute façon, on se souvient parce que l'on a perdu, ça c'est la première des choses. Et je crois à titre personnel, en effet, être
fondée, structurée, animée par ce que fut mon enfance, alors, comme tout un chacun, mais j'y reviens énormément. Je dois dire que je suis beaucoup à ausculter ce que fut l'enfance, etc. Et chacun de ces 20 chapitres, puisque le livre se déploie comme une forme de, je dirais, de kaléidoscope, un peu comme ça, de prisme. Presque de monument aussi, de monument. Oui, c'est vrai. Monument échafaudé Oui. pour Alain. Ce qu'on appelait les tombeaux avant aussi. Oui, C'était c'est vraiment, ça, c'est ça, exactement. c'est un tombeau. Et chacun de ces chapitres se clôt par une petite incise finalement. Donc il y a une sorte de rupture typographique, quelques blancs, où je dis en effet ce que Alain, ce que je viens d'évoquer, parce que j'évoque son corps, son sexe, son odeur, sa compagne, etc. Et ce que ça a imprégné chez moi, et ce que ça a inféré dans ma vie d'aujourd'hui. Donc j'essaye vraiment de voir là encore comment ces petites brisures, comme dit Léris, ont réussi à irradier ma vie d'aujourd'hui. Colin Lemoine, quand je vais me souvenir de votre livre, il y a une image qui va me rester. Vous allez me dire si j'ai pris l'image centrale. C'est ce petit garçon à côté de ces deux personnages qui sont en train de prendre un café, j'imagine ça, ou de boire un coup. Et lui, il est presque à côté, à la fois dans la scène et hors de la scène. Et un peu comme si ce dans et hors de, c'était vraiment ce que vous aviez voulu dire. Tout à fait. Hors de la scène S-C-E-N-E et de Bien la scène sûr. C-E-N-E, parce que je suis là comme une sorte de témoin entre une parole quasi religieuse, que j'écoute en tout cas moi religieusement. Exactement. Et je vois que c'est le sort qui m'est réservé, qui me convient par ailleurs, et que j'essaye de faire revenir un peu avec ce livre. Ouais, ça me fait me ressouvenir d'un mot de Baudelaire magnifique qui disait « Le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté ». Et il y a quelque chose de cet ordre dans le livre. Mais je crois que l'écriture amène à l'enfance, ramène à l'enfance en permanence, et je crois qu'écrire, c'est constituer une sorte de mythologie de sa propre enfance. Moi, je crois beaucoup à condition de savoir en sortir. Oui. Alors justement, vous dites mythologie, mais moi je voudrais mettre en rapport avec cette mythologie dans le livre la réalité de la mer. Vous dites quelque chose, parce que la mer est quasiment l'absente du livre, hein, mais il y a quand même quelques lignes, et dans ces quelques lignes, vous dites, en fait, cette femme, ma mère, avec son corps et ses mots, avec sa charge de réel, ce qui est quand même absolument essentiel, elle a une charge de réel. Et quand on lit ça, on se dit, alors ça signifie que les deux hommes sont peut-être pas si réels que ça. C'est quelque chose comme une espèce de rêve qui traverse le livre et auquel est consacré le livre. Oui, et puis ces deux hommes habitent une forme d'imaginaire, je dirais, et qui est, à mon avis, autorisé aussi par ma mère, qui est, si ce n'est une bouée, peut-être même un phare aussi au milieu de tout ça, et qui est ancré véritablement, et qui autorise aussi aux uns et aux autres des échappées, voire des escapades, etc. Et donc, ma mère est un personnage absent, mais qui est, je dirais, le terrain aussi qui autorise l'amitié entre Alain et mon père. Ce qui la représente, du coup, moi, je trouve. Ce qui la représente, Voilà. mais c'est une absence qui est de l'ombre, qui est une sorte de grand angle mort comme ça, mais j'ai voulu lui donner, oui, cette présence-là, et que j'ai conçue en écrivant le livre, justement, que je ne devinais pas à ce point-là. Ouais, c'est qu'à travers le portrait de ce personnage, c'est son portrait sous diverses facettes, il y a le portrait par défaut, plutôt par écho, de plein d'autres personnages. Vous parlez de la compagne. La compagne. Et on peut dire un mot sur la compagne d'Alain ? Bien sûr. Alors, voilà, est-ce qu'elle est du côté du réel ou pas ? Je me suis posé la question, parce que elle est réelle, mais en même temps, elle n'est pas là, elle est dans l'absence. Oui, parce qu'elle surgit, et tout ça, là aussi, je ne sais pas si c'est l'objet de votre question, mais tout ça là est vrai. C'est-à-dire, au moment de l'écriture du livre, elle est revenue dans ma vie, alors que je ne savais absolument rien d'elle, et que je l'avais vue il y a 15 ans la dernière fois. Et donc, c'est comme un personnage surgissant et qui a disparu aussitôt. Et donc, en effet, elle a cette silhouette aussi qu'ont les fantômes aussi, c'est-à-dire de quelque chose qui vient et s'évapore aussitôt, et le livre est sur cette crête-là, finalement, de savoir. Donc,
vous évoquez beaucoup le mot de réel, je ne sais pas si c'est cela, mais en effet, entre la reconstitution, puisque le souvenir, c'est une écriture, je pense, tout simplement. C'est-à-dire que lorsqu'on se souvient, on écrit, on réécrit même, sans doute, avec son souvenir des choses, mais c'est ça qui se passe, c'est vraiment l'opération du souvenir. On n'est pas dans la vérité. Jamais. Enfin, ça n'a pas d'intérêt, finalement. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je crois que c'est Alors, ce livre s'appelle Qui vive, et donc il est dû à Colin Lemoine, et il est publié chez Gallimard. Cécile Guidot, Les Actes. Alors, c'est un petit gros livre, au fond, vous avez fait une école de théâtre, aussi, des études de droit, et vous êtes devenu notaire spécialisé dans le droit de la famille. Alors, c'est indispensable de dire ça parce que Les Actes, ça raconte la vie de quelqu'un une jeune femme, très très moderne, qui fait de la moto, on y reviendra, qui est toute tatouée et très moderne donc. Et cette vie de Claire Castaigne, elle s'appelle Claire Castaigne, une jeune notaire, très atypique donc, qui détonne complètement dans son milieu professionnel. Ça c'est le premier point. Fille de paysan, solitaire, tatouée donc, voyageuse. Elle est fan de Duras. Ça, c'est très important. Elle est fan de Duras. On y reviendra. C'est très important. Elle prend un poste dans une étude rue de la Paix à Paris. Excusez du peu. Plongée saisissante, je dirais, dans le monde du notariat. Donc, vous avez été dans ce monde du notariat, évidemment. Et donc, on voit la vie de cette femme notaire. D'abord, terrible atmosphère, je dirais tendue, à l'intérieur des rapports de force de l'entreprise. Son embauche, c'est pas rien. Hein. Il faut lire la manière dont elle est embauchée et comment c'est une scène assez violente. Je dirais que votre livre est d'une écriture classique. C'est le plus traditionnel des 4 livres qui sont ici, mais en même temps, c'est celui qui sans doute tient en haleine le lecteur parce qu'on lui raconte des histoires successives concernant la pratique des notaires de famille auxquelles quelqu'un qui n'est pas habitué au notaire n'a pas l'habitude de plonger dedans. Écoutez, je prends le terme de classique comme un compliment, on va dire, parce que... Mais c'est pas une critique, hein. Mais je ne l'ai pas pris comme tel, parce que c'est vrai que mon inspiration, j'ai essayé de faire une grande fresque chorale, polyphonique, feuilletonnante, puisque c'est le premier tome d'une trilogie, comme ces grands romans balsaciens, de Zola, de Flaubert, très sociaux, très réalistes. Donc c'est vrai que mon objectif, c'était celui-ci. C'est de partir de mon vécu de notaire, qui a été extrêmement fort, en humain, en affectif, parce que vraiment, quand on est notaire, on est au cœur de la vie des gens, dans les moments les plus importants, dans des moments de grande fragilité, de conflit. On est au milieu de tout ça et on essaie de réunir... J'ai l'impression que le conflit est tout le temps là. Hein. Et c'est des vies qui sont complètement empêtrées dans les affaires de famille, de succession. C'est extrêmement tendu, violent entre les gens. Oui, c'est le quotidien d'un notaire spécialisé en droit de la famille. Il arbitre la violence. Hein. Absolument. Et voilà, il est conciliateur, il essaie de réunir, de fédérer, de dénouer les nœuds qui se sont faits avec le temps dans les familles. Et il a un grand rôle dans la société et j'avais envie d'en parler. D'ailleurs, dans la fiction française, il y a assez peu de choses sur les notaires, alors que... on en était resté au colonel Chabert, en gros. Voilà. Balzac a été clerc de notaire et... Maître Roguin, en effet, revient chez Balzac. Il parsème certains de ses livres de figures de notaire, mais toujours un peu cliché. Donc mon idée aussi, c'était de sortir de ce cliché-là, parce que les individus qui peuplent les études de notaire sont tout autres que l'image du notaire poussiéreux dans son bureau sombre. Ce sont des véritables ruches. Et je voulais décrire ça avec des personnages très différents, des individus qui viennent de milieux très différents, avec des niveaux de langage très différents. Je me suis attachée au langage des uns et des autres aussi, et puis qui sont aux prises, qui eux-mêmes sont vivants, avec une vie personnelle intense parfois, et qui sont aux prises avec la vie des gens. Donc oui, il y a de la violence, et comme toute entreprise, c'est une micro-société avec ses codes, ses rivalités, ses affinités.
et une promiscuité très forte. Et je voulais témoigner de ça. Bien insupportable, le patron. Hein. L'un des patrons est assez insupportable. Épouvantable. Oui, mais il ne rêve que d'humilier la clerc de notaire. Oui. Mais elle se défend bien. Hein. Elle se défend bien. Elle est formidable. Elle n'esquive pas les coups. Non. Elle tape. Mais quelquefois aussi, elle sait être douce. Elle alterne les deux, douceur et puis en même temps, volonté de combattre. Absolument. C'est une combattante. Et c'est un peu comme chez Balzac. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui ne traduit pas votre roman. Mais ce que vous décrivez est d'une puissante médiocrité. C'est effrayant. Oui. Effrayant. Les notaires sont médiocres, donc les clients sont médiocres. Enfin, c'est effrayant. Alors, médiocrité, exagéré. Je suis pas d'accord. Je pense que ce que j'ai voulu transcrire, c'était l'humanité de chaque personnage. Donc, et je pense qu'on est tous un peu effectivement médiocres parce qu'on est tous traversés par des bonnes et des mauvaises pensées. Et c'était ça que je voulais décrire dans chacun des personnages. Il y a du bien et du mal qui cohabitent. Et Claire essaie d'aller vers le bien, de tendre vers le bien par sa fonction. C'est ce qu'elle dit à un moment, effectivement. Elle dit, elle se décrit comme n'étant pas une sainte, mais s'efforçant de bien agir et de faire preuve d'empathie et de bienveillance. Vous êtes sûr qu'elle a de l'avenir ? mais il faut dire que... Mais justement, il y a la question de la bienveillance, parce que Patrick Hudoret a écrit un livre sur la bienveillance. La bénévolence. Je me fais l'avocat du diable. Et c'est vrai qu'on a l'impression que cette bienveillance se heurte au fait que c'est un moment clé dans la vie des gens qui sont là, chez le notaire. C'est un moment de conflit. C'est un moment où, même si les gens sont très très gentils, et je dis ça pour Patrick, parce que finalement, quand il dit c'est comme ça, parce qu'il y a une espèce d'excès au moment où on va chez le notaire, où effectivement des questions d'argent vont se régler, et à travers les questions d'argent, on règle bien autre chose que les questions d'argent. On règle des questions psychologiques, de concurrence entre les aînés et les cadets, on règle des questions, bien sûr, de divorce, etc. Donc il y a plein de problèmes affectifs qui affleurent à travers ce qu'on demande concrètement aux notaires. Absolument. Les notaires, en plus de l'aspect juridique et financier, doivent gérer l'aspect affectif et l'humain. Et c'est vrai que dans ces moments-là, les gens perdent une forme de raison, puisqu'ils sont dans des moments de grande souffrance, de grande fragilité, de conflit. Claire le dit à un moment, il faut beaucoup aimer les gens pour faire ce métier. C'est vrai, parce qu'on les voit... Tout le monde ne pense pas ça dans l'étude notariale. Non. Elle pense ça, mais tout le monde ne pense pas ça. Oui, parce qu'elle est encore habitée par une forme d'idéalisme, par un grand sens de la justice. Et d'ailleurs, elle se heurte à certains moments, notamment au patron, Hector de Polignac, que vous évoquiez, qui lui a fait son temps et a une vision tout à fait différente. Faire de problèmes affectifs. Oui, il est dans une vision tout à fait différente de son métier. Mais le titre justement rappelle bien ça, je trouve les actes aussi ça sert à remettre de l'ordre. Et en fait, absolument. Le notaire a pour fonction de transcrire en actes la volonté des uns et des autres. Et au-delà, c'est les actes de la vie, l'action dans la vie. Le propos de votre livre, c'est ça, c'est de dire que nous ne sommes que la somme de nos actes, et au sens notarié du mot. Voilà. Et ça donne son sens au titre, et qui est effectivement un titre tout à fait approprié. Cécile Guidot, j'ai été assez frappé par vos références littéraires. Alors j'ai parlé de Marguerite Duras, mais il y en a une autre qui est tout le temps présente, c'est Beauchot. Et Beauchot, parce que vous citez évidemment le livre de Beauchot qui s'appelle Le Boulevard périphérique, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, j'adore ce livre, sans doute comme vous. Ces références littéraires donnent du fond à votre livre, c'est-à-dire donnent une perspective autre que celle du seul récit de ce qui se passe dans l'étude notariale. Et je voudrais que vous me disiez comment vous avez conçu cette permanence à la fois de Duras et de Beauchot. Mais je crois que mon héroïne a du fond, elle existe au-delà de sa fonction et par ses souvenirs de son enfance, à la campagne, dans une ferme, on voit tout le chemin qu'elle a parcouru
Et on voit à quel point elle a été constituée par la littérature, par ses lectures, et elle continue à l'être, à lire Duras pendant ses pauses déjeuner, à citer Despentes quand elle parle avec une cliente. Elle se raccroche à la littérature, c'est sa bulle, c'est ce qui lui permet de comprendre le monde dans lequel elle est immergée. Et voilà, c'est une ligne de fuite par rapport à cette réalité prégnante qui constitue son quotidien. Et puis, secrètement, elle écrit, elle rêve d'écrire. On peut se demander si elle ne rêve pas d'un autre destin, même si elle adore son métier. Alors, vous la décrivez aussi comme quelqu'un qui attend le grand amour. C'est-à-dire quelqu'un qui... parce qu'on n'a pas dit qu'elle était sur Tinder. Oui. Tinder, c'est un site où on va chercher des relations. Et elle joue des relations pour avoir des rapports sexuels. Enfin, amicaux d'abord et puis sexuels. Parce qu'elle a d'abord des rapports de connaissances. Oui, c'est ça, si affinité. Elle couche jamais le premier soir. Non, elle dit ça. Elle observe. Oui. C'est une grande observatrice. Oui. C'est précisé par un acte notarié. Oui. Alors justement... Je ne sais pas si elle cherche le grand amour, mais en tout cas... J'ai l'impression, non? Oui, elle cherche l'amour. Oui. Et c'est vrai que les sites de rencontres lui ouvrent le champ des possibles. Mais en tout cas... Mais elle ne tombe pas sur des mecs formidables. Voilà. C'est pathétique. Peut-être qu'elle choisit mal, je ne sais pas, mais en tout cas... Elle choisit sur informatique, sur l'ordinateur, et ce n'est pas forcément ce qu'il faut. Oui. Et les rencontres sont souvent décevantes. Assez décevante, absolument. Et voilà, je voulais Ce qui aussi... n'empêche pas de coucher. Oui. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Elle couche pas tant que ça. Non. Moins que l'héroïne. Il y a un autre personnage dans le livre qui est beaucoup plus incandescent, qui est Alice Santamala, qui, elle, est un personnage beaucoup plus sexualisé. Avec Claire, on est dans un autre registre. Elle garde un côté rêveur et idéaliste. Alors justement, cette amitié féminine, c'est un point fort du roman. Enfin, c'est quelque chose, en tout cas, sur lequel s'appuie l'héroïne. Qui est Pauline, alors? Parce que c'est son ange gardien. Oui, Pauline, c'est sa meilleure amie, c'est celle auprès de qui elle se confie. Pauline est notaire comme elle. C'est sa meilleure amie, oui. C'est important, l'amitié dans ces métiers difficiles. Et elle se lie même avec Alice Santamala, avec qui elle a a priori rien à voir. Sinon qu'Alice Santamala la trouve assez rock'n'roll comme elle. Mais voilà, je voulais montrer aussi qu'il y a des affinités dans la vie de bureau. Il n'y a pas que des rivalités. Voilà, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous décevoir, mais je trouve que ça a quelque chose des séries qu'on regarde. C'est-à-dire que comme on a beaucoup d'histoires successives qui se passent dans l'étude notariale, on a un peu l'impression qu'on est dans une série qu'on regarde à la télé. Je crois que vous avez parlé de feuilleton. Mais c'est le... Oui, ça a quelque chose du feuilleton traditionnel. C'était mon dessin. Avant les séries, je crois que les auteurs du 19e étaient des feuilletonistes hors pair. Zola avec son cycle des Rougon-Macquart. Je ne sais pas si je vous rejoue Balzac. En tout cas, il y a une volonté d'être réaliste, d'être social, d'être au cœur d'une arène comme ça, professionnelle. Et oui, les séries, à tel point que les producteurs de télévision ont été très intéressés par le livre et que les droits ont été rachetés par une productrice et qu'effectivement, il va y avoir une série. Oui, mais parce que je pense que dans la fiction française, il y avait un manque de ce personnage du notaire. Il y a des séries sur les médecins, sur les avocats, avec à chaque fois une immersion. Ça nous change, hein. Et les notaires, qui sont pourtant au cœur de la vie des gens, il n'y avait rien sur eux, alors qu'ils sont dans les secrets de famille, très au cœur de la société. Alors, je voudrais terminer avec une petite histoire qui arrive à cette femme notaire. C'est qu'à un moment, elle reçoit un couple qui est en train de divorcer, et ça se passe très très mal, évidemment, violence et tout, entre les anciens époux. Et très vite, on comprend que l'avocate de monsieur, c'est sa maîtresse. Alors là, c'est une situation de folie, de folie sentimentale et en même temps de haine qui se dégage, un peu comme si, au fond, l'étude notariale était le lieu où tout éclatait. Absolument.
on est vraiment au moment où tout éclate, où tout ressort. Et effectivement, cette scène, qui est d'ailleurs inspirée d'une scène vécue, a quelque chose de complètement fou. Tourne à l'hystérie, puisque l'épouse, voilà, quand elle sait que l'avocate est la maîtresse, pète un plomb, et ça la rend folle. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on est au cœur du nœud, au cœur de ce qui va juste avant le dénouement. Et dans ces moments, les humains, très humains, lâchent tout. Et par exemple, dans les successions, on voit que c'est l'enfance qui ressort beaucoup. Et à ce moment-là, il y a des reproches. L'un des frères ou une sœur va dire « Toi, tu as toujours été le préféré ». Et donc, il va y avoir une espèce la recherche d'une compensation de ce qui a manqué. Et puis on entend manifestement une théâtralité aussi dans Absolument. ce que vous dites. C'est-à-dire c'est le théâtre le plus intime, entre quatre murs se joue quelque chose. Le titre, les actes aussi, dit ça aussi, les actes du théâtre aussi finalement. C'était on entend l'idée. ça aussi, je trouve. C'était l'idée. Et c'est pour ça qu'aussi j'ai souhaité qu'il y ait des dialogues, que ce soit très dialogué. Je tenais à cette théâtralité. Donc, alors, ce livre s'appelle Les Actes et il est publié chez Lattès. Alors Leïla Bouirafa, on va parler de la dédicace, donc votre roman, publié aux éditions Alary. Alors, c'est une jeune femme qui s'apprête à publier un roman, un premier roman, comme vous, et elle le dit après avoir lu ce qu'elle dit être un mauvais livre. C'est-à-dire, le mauvais livre, il dit, bah, comme il y a des mauvais livres, pourquoi est-ce que moi je ne tenterai pas le coup ? Et quel choix. donc, tout de suite, je me suis précipité vers la dédicace, parce que, comme très vite on comprend qu'elle est à la tête d'une recherche de dédicace, elle veut absolument trouver une dédicace pour son livre. Je me suis dit, mais à qui elle dédicace ce livre ? À personne. Donc, j'ai à personne. Il y a un prologue au début. Alors, je vais le lire. Alors, ça remplace la dédicace, et vous allez m'expliquer pourquoi ça remplace la dédicace. Je suis toujours triste le samedi soir, car il me semble que le monde ne me laisse que deux options, la fête ou le suicide, feindre ou mourir. Et comme les effets des deux sont sensiblement identiques, je préfère allumer une cigarette. Alors moi, je ne suis pas la narratrice, je suis l'autrice. Donc moi, je n'ai pas dédicacé mon roman par pudeur. Elle, voilà, on ne va pas dire la fin, on ne sait pas si elle le dédicace ou pas, mais ce prologue, je l'adore tout simplement parce qu'on sent dès les premières lignes qu'on a affaire à une éternelle insatisfaite, une personne qui est sans cesse déçue et qui, peu importe les options, n'arrive pas à être heureuse. Et je trouve que c'est une bonne amorce pour le reste de l'histoire parce qu'on a affaire à un personnage qui attend toujours énormément des choses, des gens, des relations qu'elle a, des conversations, et elle en ressort toujours un peu vide alors que finalement elle cherche à être exaltée sans cesse. Mais le quotidien n'est pas fait que d'exaltation, il est fait de petites choses, sauf qu'elle, elle est toujours dans une recherche de l'exaltation. Leïla Bouirafa, je ne m'attendais pas du tout à ce que vous disiez une chose pareille pour commencer. Je vais vous dire pourquoi, parce que votre roman est complètement déjanté. Je ne sais pas si vous avez conscience de ça, mais c'est déjanté. Ça signifie qu'on ne sait pas où ça va. Les rencontres que fait votre héroïne sont très étonnantes, n'ont pas forcément de continuité. Et ce qui est intéressant, c'est que progressivement, on se dit, chaque page est une surprise. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à l'avance comment ça peut tourner, on ne peut même pas imaginer, puisque de toute façon, vous allez faire quelque chose qui va nous surprendre. Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce roman, c'est la surprise continuelle. Et le fait que, après cette ouverture un peu tragique, hein, je suis triste, on a quelque chose qui est cette maison d'édition de la rue Saint-Denis, qui commence avec les putes qui sont rue Saint-Denis, l'amitié de votre héroïne avec ces putes, c'est à peine si elle ne va pas demander aux putes comment on fait pour faire une dédicace à quelqu'un pour mon roman. On dit prostituée. On dit prostituée, pardon. Comment on fait pour faire une dédicace à un roman ? D'ailleurs, c'est derrière elle, mais elle n'en parle pas. C'est pas quelque chose qui revient de façon explicite. Un peu comme si cette quête d'une dédicace, elle va voir les livres dans une librairie pour voir à qui on dédicace ses livres quand on fait un roman, etc. C'était vraiment un prétexte à inventer des choses toujours nouvelles, des moments toujours nouveaux, des rencontres toujours nouvelles qui ne sont pas liées forcément au livre qu'elle écrit.
Exactement. Alors déjà, bon, la narratrice utilise le mot pute, mais à titre personnel, je préfère le terme travailleuse du sexe. Mais le mot déjanté, vous l'avez utilisé. Moi, je préfère le mot absurde. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez absurde dans le livre, c'est-à-dire qu'on est face à une écrivaine, une primo-romancière, dont on ne sait rien du roman. Je ne dis absolument rien du roman, parce que pour elle, en fait, c'est presque pas intéressant. Elle se sert de la dédicace comme prétexte. Donc il y a déjà un absurde, c'est un roman qui parle d'une primo-romancière, qui ne parle absolument pas de son roman, mais de la dédicace. Et vous permettez de dire quand même, parce que vraiment, là, je ne soulève aucune impatience. On ne sait pas si on va trouver la dédicace ou pas. Mais finalement, la dédicace, ça va être à ceux qui piétinent. À ceux qui piétinent, franchement, comme dédicace, on peut trouver mieux. On comprend. Vous voyez, ça donne l'idée que vraiment... attendez, c'est pas n'importe quoi. Mais c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. Le mot qui est symbolique dans ce que vous venez de dire, c'est le mot prétexte. Pour elle, la dédicace va être un prétexte pour s'interroger sur ses relations. Donc les relations qu'elle entretient avec ses proches, donc sa mère, ses meilleurs amis, etc. Et aussi avec des inconnus, c'est-à-dire des gens, une voisine de palier qu'elle peut être amenée à croiser 3 fois par jour et finalement dont elle ne connaît rien. Et la question qu'elle va se poser, et j'aimais bien qu'un personnage féminin se pose cette question, c'est-à-dire que d'habitude on a des personnages féminins qui cherchent à être aimés, elle pas du tout, elle en a absolument rien à faire, elle cherche à aimer quelqu'un. Et à travers ce quelqu'un, ça peut être une quelqu'une, c'est pas forcément un amour sentimental, elle cherche juste à trouver quelqu'un qui a les épaules assez larges pour porter sa dédicace, qui elle aime assez, qui elle connaît assez bien autour d'elle, pour lui dédicacer son roman. Et l'épisode de la librairie où la narratrice, le personnage principal va dans les librairies pour regarder les dédicaces, c'est une scène que j'ai faite et en fait, on se rend compte que les romans sont souvent dédicacés et surtout les premiers romans. Parce que bizarrement, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que le lecteur ne fait jamais attention à la dédicace, mais c'est quelque chose de très important pour l'auteur. Et donc voilà, il y a quelque chose d'absurde et elle va s'interroger sur qui elle aime dans son entourage pour lui dédicacer son roman. Et donc, en effet, moi, ce qui m'a frappé dans votre roman, et ça j'y suis particulièrement sensible, c'est entre autres, mais surtout, l'empathie, je dirais la bénévolence, c'est un terme que j'affectionne, que votre héroïne montre à l'endroit des autres. Alors, pas toujours, parce qu'elle est un peu plus sévère avec sa mère, avec son éditrice, ses éditeurs. Plus sévère avec nos mères. Exactement, oui. Mais les éditeurs aussi, qui sont nos deuxièmes mères. Et surtout, mais surtout à l'endroit des déclassés. On le voit, les prostituées, l'a dit Antoine, ou les femmes seules en quête d'amour, il y en a certaines dans le livre. Et il faut dire aussi que ça vient en contrepoint de pas mal d'éclats, parce qu'elle est un peu oscillante. Elle passe d'éclats où à un moment, elle parle par exemple de l'insoutenable odeur de l'être humain. Donc bon, elle passe par des moments de rejet profond. Mais elle revient toujours à cette bénévolence, oui, cet élan vers l'autre, et qui est une des choses les plus attachantes de votre livre. Quand elle va rechercher sa dédicace, elle va se mettre à aller vers les gens. Donc, elle va se faire un peu violence et aller vers eux. Et on va découvrir toute une galerie de personnages qui sont tous très solitaires. Et chacun met en place des stratégies plus ou moins absurdes, plus ou moins risibles, sur comment combler cette solitude. Le personnage principal, mon personnage, est solitaire, mais c'est une solitude elle arrive à faire avec, qui ne la terrasse pas. Et dans la galerie de personnages qu'elle va rencontrer, pour certains, c'est la solitude crue, vraiment grave, qui fait du mal. Donc on a toute une palette de ce à quoi peut ressembler la solitude, des stratégies qu'on peut mettre en place pour la combler. Mais elle est toujours dans... moi je vais utiliser le mot bienveillance, mais voilà, elle est toujours dans le... Pas dans le jugement, mais elle a un petit côté cynique qui fait qu'elle tourne les choses en dérision, parce que finalement, c'est plus simple pour elle de tourner les choses en dérision que de se retrouver accablée. Justement, interrogeons ce cynisme. C'est étonnant, par exemple, ses rapports avec sa mère, qui sont un peu des rapports glacés. La mère est là, mais chaque fois qu'elle se rencontre, il ne se passe pas grand-chose. C'est froid. Et en fait, à un moment donné, elle se dit « Mais si je dédicaçais mon roman à ma mère ?» Oh, elle rirait, elle se moquerait de moi, etc. Ce serait ridicule. Donc déjà, personnage très lointain. Mais finalement, tous les gens qu'elle rencontre, et je pense à un moment où vous citez ces gens qui achètent des objets dans une espèce de magasin, et en conséquence, comme si ces gens étaient centrés sur l'objet, et non pas sur le rapport interhumain. Un petit peu comme si, au fond, tous les gens qui sont là sont un décor.
n'est pas des gens qu'elle peut aimer. D'ailleurs, elle se pose la question, il faut que je dédicace ça à quelqu'un que j'aime. Mais qui j'aime et au fond, c'est extraordinaire comme question. C'est voilà un personnage qui n'aime personne. Bon, déjà, ce côté, les gens qui sont des décors, pour moi, c'est... On ne peut pas parler de mon histoire sans parler de Paris. La ville de Paris a une présence très importante dans le roman. C'est un Paris très loin du Paris touristique, des cartes postales, des bâtiments haussmanniens. C'est un Paris beaucoup plus sombre où finalement, je ne sais pas, ce qui nous arrive à tous, quand on sort le matin, on peut être bousculé par un tas de gens. Enfin, il y a des tas de gens qui nous touchent dans la journée. Vous êtes serré dans le métro, on vous bouscule sur les trottoirs, on vous menace dès que vous avancez pas assez vite. Donc plein de gens vous touchent dans la journée, mais à la fin de la journée, finalement, personne ne vous a touché réellement et vous connaissez absolument personne. Et ça peut être le cas de votre voisin de palier. Vous pouvez être dans un immeuble pendant 6 ans et l'avoir croisé 2 fois et vous ne savez même pas son prénom. Attendez, dites un mot comme exemple, ce qui se passe dans son appartement. Elle arrive en bas de chez elle, il y a l'ascenseur, il y a eu quelqu'un qui est mort au fond dans la maison où elle habite. Et on va découvrir ce cadavre. On ne sait pas très bien pourquoi cette personne est morte. Il y a un échange. Elle veut échapper à l'échange. Elle regarde l'échange autour du mort, mais c'est comme si ça ne la concernait pas totalement. Ça la concerne, parce que c'est sa maison, mais ça ne la concerne pas en même temps. Oui, en fait, il y a un décès dans l'immeuble, et c'est ce décès qui va faire en sorte que les gens de l'immeuble vont se rassembler. Et voilà, et elle fait le triste constat qu'on a tendance à se rassembler que dans les circonstances graves. Et c'est un moment assez important dans le roman, parce que ce qui la chagrine, c'est que cette voisine qu'elle rencontrait et qui est décédée, donc qui n'est pas un proche, mais qui est quelqu'un quand même qui fait entièrement partie de votre quotidien, elle ne sait rien d'elle. Elle ne sait absolument rien. Elle ne sait même pas son prénom. Elle ne sait rien de personne. Elle ne sait rien de personne. Mais oui, il y a ce côté de... Ça parle de la solitude urbaine, en fait, des solitudes qu'on peut subir dans Paris, dans des grandes villes où finalement, qu'est-ce qu'on connaît des autres? Et la question de la dédicace cristallise tout ça. Parce que la dédicace, c'est la recherche d'une personne. Et donc, elle se questionne sur qui elle connaît vraiment, qui elle aime assez. Et le constat est assez triste, c'est que finalement, personne n'est assez à la hauteur, et c'est de sa faute aussi, pour être en première page de son roman. Et puis la dédicace, c'est toujours quelque chose de curieux, je trouve. Enfin, on en use beaucoup aujourd'hui, etc. Et pourquoi pas, du reste, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un peu Alors moi, je n'avais pas regardé avant qu'elle pose la question, parce que quand elle a parlé des premiers romans, je me suis dit, tiens, là, on a justement 4 premiers romans. Et en fait, il n'y en a qu'une personne, en l'occurrence vous, Cécile Didot, qui fait une dédicace à quelqu'un. Sinon, il y a la phrase de La Fontaine, mais voilà, c'est pas une dédicace, il n'y a pas une règle absolue. C'est les premiers romans de l'écrivain, la dédicace. Non, mais qui on désigne aussi? On désigne en effet peut-être l'être aimé ou l'être... C'est une manière de désigner un légateur, effectivement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Le lecteur idéal. Alors vous dites absurde. De qui ça part? Moi, en l'occurrence, j'ai désigné un professeur de 5e, un professeur de français, qui m'a encouragée à continuer d'écrire, à lire. Donc ça, c'est plus un exercice de gratitude. Et c'est comme ça, moi, que je perçois la dédicace. Toutes mes dédicaces ont été, en gros, des expressions de gratitude. Leïla Bouirafa, pour revenir à votre livre, vous prononcez, vous, dans le livre, à un moment donné, absurde. Je crois qu'il y a le mot absurde. Mais moi, je n'ai pas vu ce livre comme absurde. Je pense que il y a quelque chose d'absence de colonne vertébrale c'est cette absence qui est le sujet. Cette absence de lien fort entre les êtres, entre votre héroïne et d'autres. Et au fond, c'est cette absence qui est le sujet du livre. C'est l'absence de dédicace qui est le sujet du livre, finalement. C'est au fond un point d'interrogation. Comme s'il y avait une absence qui vous interrogeait et vous venait à parler de cette héroïne en essayant de comprendre pourquoi elle était dans cette absence. Parce que même le sexe, parce que vous évoquez la question sexuelle, il y a un jugement sur les hommes qui est extrêmement dur. Vous dites, ils vous demandent toujours votre sexe avant vos craintes, tout ça pour finir par vous toucher les seins avec les poings fermés. Alors d'abord, j'ai jamais vu d'hommes qui touchent les seins avec les poings fermés. Mais ça, c'est une allusion au début du roman où elle a une conversation avec Yvette, qui est la travailleuse du sexe de la rue Saint-Denis. Mais en fait, cette scène, elle est quasiment anecdotique dans le roman. C'est à travers ça, elle veut se dire, oui, est-ce que le sexe peut m'apporter ça finalement? Donc c'est une scène qui n'a pas grande importance. Elle essaye, à travers cet écrivain avec qui elle va avoir une relation, de se dire, mais est-ce que la dédicace peut venir finalement de ça, de quelque chose d'assez fort qui peut vous exalter et de faire en sorte qu'elle trouve le prénom? Et non, ça ne fonctionne pas. Mais donc il y a une forme de compassion, je trouve, dans la dédicace qui est trouvée à la fin, enfin de compassion, ou du moins elle se rallie à
à tous ceux qui cherchent comme elle et qui trouvent pas, quoi. Donc, c'est pas- Il faut voir les personnages qu'elle rencontre pour comprendre la dédicace finale, finalement. Parce que c'est comme le fil conducteur qui va relier tous ces gens. On a du mal à leur trouver de points communs, ils n'ont pas les mêmes âges, les mêmes situations sociales, etc. et pas les mêmes solitudes, mais finalement, il y a quelque chose qui les relie. Et puis voilà. Et alors, ce roman s'appelle La dédicace, justement, et donc c'est Leila Bouerafa, et c'est aux éditions Alary. Premier roman d'apprentissage ou apprentissage du roman. Alors vous êtes tous les 4 auteurs de premiers romans. Ça vous a appris quelque chose et surtout, est-ce que c'est des romans d'apprentissage? C'est-à-dire, au fond, est-ce que c'est une manière d'aller vers l'âge adulte que d'écrire ces romans? Alors vous, le moine, je pense que ce retour sur l'enfance, c'est peut-être une manière d'être effectivement mûr, non? Oui, c'est une manière de sonder ce que l'enfance aussi comporte de part adulte. Je pense qu'il y a quelque chose comme cela. Donc de retourner peut-être un peu les choses aussi. Et je crois que l'enfance est, c'est ce que j'essaye aussi de montrer, c'est l'apprentissage de la langue aussi. C'est l'apprentissage de la langue avec la jubilation de découvrir les mots nouveaux, de pouvoir désigner le monde, de pouvoir le nommer et donc de s'émanciper aussi de quelque chose. Et je sais que dans la fréquentation et l'écoute qui est la mienne à côté de mon père et de son ami Alain, j'entends des mots prononcés qui me révèlent quelque chose aussi. Et donc, en ce sens, c'est un apprentissage aussi véritablement de la langue, je crois. Tout à l'heure, effectivement, j'évoquais à propos de votre roman cette grande richesse lexicale, et on sent effectivement chez ce gamin cette soif et cet enthousiasme face aux mots qui giclent comme ça, et d'autant que Alain est un intellectuel, c'est un professeur qui a une certaine maîtrise du langage. Et donc, est-ce que, pour vous, justement, écrire un premier roman, enfin, moi, je suis passé par là, Antoine aussi, donc, est-ce qu'il y avait une manière pour vous de donner une sorte d'ordonnancement à un chaos intérieur, ou en tout cas à un enthousiasme un peu débordant? Est-ce que c'était une manière de cadrer un peu les choses et de progresser encore dans la maîtrise de la langue, dans la célébration de la langue? Oui. Ah non, je t'en prie. Leila Bouerafa. Non, moi pas spécialement, mais je sais que je voulais absolument avoir écrit un roman avant 30 ans. C'est le genre de choses, on ne sait pas pourquoi on fait ça. C'était une date butoir que je m'étais fixée et que j'ai réussi à respecter. On est très vieux après 30 ans. En fait, je pense vraiment qu'il y a un basculement dont les gens ne parlent pas. Oui, d'ailleurs, assez. vous avez un problème avec les vieux. Hein. Moi, Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les vieux? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que j'y vois juste mon avenir, mais c'est vrai que moi je trouve qu'il y a un basculement entre les 29 et les 30, et je ne sais pas pourquoi depuis petite je me dis que je veux avoir fini un roman avant mes 30 ans. Alors justement, basculement, on peut parler de ce basculement. Vous dites que toute rencontre dans le livre est une collision. C'est assez dur, hein. Là, rencontrer des auteurs de premiers romans, c'est une collision pour vous? Oui, d'une certaine manière, je pense qu'une rencontre c'est toujours quelque chose de brutal, donc il y en a moins que d'autres, mais en tant qu'auteur déjà, juste entendre parler des procédés d'écriture d'autres personnes, c'est toujours très bizarre. Bon, là, ça va, j'ai été publiée, donc ça donne confiance. Mais par exemple, avant, j'aurais pas du tout supporté entendre parler de quelqu'un me parler d'écriture, par exemple. Parce qu'il y a toujours cette comparaison. Pourquoi lui, il fait comme ça et moi, je fais pas comme ça? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Bon, maintenant, je m'en fiche totalement. Mais oui, je pense que c'est une collision. Franchement, après avoir lu vos 4 livres, je dirais qu'il n'y a pas de bonne voie. Parce que autant on a, aussi bien chez Lemoine que chez Marie Gauthier, quelque chose qui est de l'ordre, je dirais, d'une écriture très travaillée, très élaborée, pour essayer de suivre un fil qui est unique. Autant chez vous, on a un retour au classicisme, on l'a dit tout à l'heure, Cécile Guidot, et c'est extrêmement frappant, comment, au fond, c'est un peu comme si vous faisiez revivre un classique, et encore une fois, ce n'est pas une critique, et chez vous, quelque chose qui est la volonté de faire sauter les contraintes du roman habituel, comme si vous vouliez transformer complètement le roman. Donc, rien de comparable entre les 3 écritures. Rien de comparable. Je dis bien 3 écritures pour vous 4. Vous êtes d'accord? Mais oui, c'est l'intérêt de l'écriture et des écrivains, c'est qu'il y a une perception du monde qui est toujours unique, une manière de la retranscrire qui est unique. Après, c'est vrai qu'on retrouve parfois des écritures qui se ressemblent,
Moi, je trouve surtout que j'ai ressenti le 4 livres, c'est 4 sensibilités. En disant, elle parle d'une collision, mais moi, lire un livre, lire le livre de chacun, c'est découvrir une sensibilité, un rapport au monde, un regard. Rentrer dans un monde. Ouais, voilà. Et je trouve Mais que je voudrais chacun savoir, est-ce que vous allez vraiment, poursuivre, porte, parce une qu'on dit voix. roman d'apprentissage, est-ce que vous allez poursuivre dans la même veine? Est-ce que vous avez déjà commencé un deuxième roman? Oui, puisqu'il s'agit Moi, d'une c'est une trilogie, donc je suis en train donc d'écrire la le tome réponse 2. est- Et j'aurais pas pensé que mon roman puisse être un roman d'apprentissage, mais en y réfléchissant, en vous parlant, si on détache la jeunesse de l'apprentissage, je pense qu'on peut considérer qu'effectivement c'est un roman d'apprentissage, parce qu'il y a un cheminement, parce que mon héroïne Elle est encore apprend. jeune, elle apprend. oui. Elle est encore jeune, elle a 32 ans, et elle apprend dans cette nouvelle étude où elle arrive, dans ce nouvel univers, Le monde du travail. le monde du ouais. travail. Et je crois que l'apprentissage n'est pas que lié à la jeunesse, il est lié au cheminement Bien sûr. de la vie. Oui, moi je sais que je parle dans la quatrième de couverture de romans d'apprentissage sans initiation. C'est-à-dire aussi l'idée d'être projeté dans un monde qui est celui de l'enfant par rapport aux adultes. Pas forcément de la jeunesse face aux vieux, mais en tout cas de l'enfant au milieu des adultes qui essaye d'entendre quelque chose avec la violence que cela suppose aussi. Et moi je trouve que c'est un apprentissage, un roman, un premier roman a fortiori, mais tout roman, de la frustration aussi, de la langue, de ce que la langue peut et ne peut pas. Et d'essayer d'approcher par mille circonvolutions, dans mon cas le mot juste ou une périphrase, etc. Mais moi j'ai fait l'expérimentation de cela en tant qu'historien de l'art où j'ai publié beaucoup de livres mais à caractère plus scientifique, disons les choses comme cela. La langue peut se permettre plus de tours et détours, donc il y a plus de facilité. Or là c'est vraiment aussi, tout à coup, il y a des fois où ça n'arrive pas, ça ne se passe pas et il faut y revenir ou détricoter ou reprendre. Enfin, voilà, c'est cette expérience-là, cet apprentissage-là que j'ai fait, je crois. Et puis il y a tout un chemin d'écriture. En tout cas, pour ma part, c'est le premier roman publié, mais j'ai écrit beaucoup de choses avant. Et il y a une sorte de cheminement dans l'écriture, et je pense qu'on se bonifie avec le temps. On apprend en faisant, comme n'importe quel artisan, et on apprend à utiliser la langue, les mots. Et la langue change aussi en fonction du sujet. Ça, je pense aussi qu'on n'écrit pas de la même manière en fonction du sujet. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont aussi des romans d'apprentissage au sens où c'est une manière d'accéder à la maturité, chacun de ces 4 romans? Alors peut-être parce que je savais que vous étiez tous les 4 relativement jeunes par rapport à moi. J'ai vécu ça comme, au fond, voilà, c'est des gens qui arrivent à l'âge adulte. C'est le premier passage. Alors, vous avez dit 29 à 30 ans. Je dirais que c'est autre chose. C'est aussi la quête de quelque chose que vous ne trouvez pas, vous, Leïla Bourafat. Hein. Vous ne trouvez pas. Parce que vous donnez une solution à la dédicace, et je vais me permettre une critique, vous auriez mieux fait de ne pas trouver de dédicace. Parce que justement, tout le roman est constitué pour nous faire croire qu'on ne peut pas trouver ce qu'on cherche. Alors vous savez quoi, je vais vous donner le numéro de mon éditeur et vous allez l'appeler tout de suite. Parce que moi, dans la version initiale, elle ne trouvait pas de dédicace. Vous avez bien Mais raison. on a voilà. retravaillé la fin parce que lui, bizarrement, il m'avait dit qu'il ressentait une certaine frustration en tant que lecteur, vu que c'est une quête à la fin, on a quand même envie qu'il y ait quelque chose. Non, Et non, je moi lui avais j'étais sûr qu'il n'y aurait rien. Mais il y avait Donc j'ai rien à été la vraiment base. déçu. Mais après réflexion, j'étais totalement d'accord avec lui, donc je vais quand même vous donner son numéro pour... Donc c'est le choix d'un éditeur, d'accord. Mais je crois que dans nos 4 romans, il y a cette idée de recherche et dans chacun de nos personnages, il y a un regard sur le monde. Et je crois que c'est ça, l'apprentissage. C'est observer, regarder le monde. Hein, chez Félix, par exemple, il est en observation complète de cette fille. Oui, bah oui. C'est vrai que moi, clairement, c'est à cause de leur âge, c'est un peu un éveil à l'adolescence. Donc oui, ça C'est pas ça seulement fait- leur âge, c'est pas seulement leur âge, c'est au fond un apprentissage au sens où on découvre la sexualité, on découvre... Oui, mais je veux dire, ils auraient ça peut se 40 découvrir ans, plus ça tard, serait vous savez, plus... ça peut se découvrir Oui. plus tard. Enfin, Oui. les premières fois, c'est l'âge des premières fois, on va dire.
Mais c'est un genre effectivement majeur qui n'a rien à voir d'ailleurs avec l'âge de l'écrivain, puisque les grands romans d'apprentissage, que ce soit l'éducation sentimentale, le fin Flaubert ne l'a pas écrit à 12 ans. Donc c'est un genre majeur dans l'histoire de la littérature. Il se trouve que vous, ça coïncide avec le fait que vous soyez encore jeune. Et donc il y a cette part effectivement de découverte de vos héros ou anti-héros, de l'existence. Et en même temps, on sent... dans un premier roman, il y a toujours une forme d'inachevé, c'est ce qui les rend fragiles et beaux. Il y a toujours une forme d'inachevé, et on sent ça chez vous aussi. Donc ce sont des promesses. Est-ce que vous les prenez comme telles ou ces promesses, vous êtes d'accord avec ça? Avec que ce sont des choses déjà accomplies, mais aussi des promesses pour les livres suivants. Ah bah oui, c'est qu'un début. Après, voilà, c'est... Parce que la tendance, souvent, dans un premier roman, c'est de trop vouloir y mettre. Ah oui. Voilà, et ça devient une sorte de fourre-tout. Est-ce que ça a été... C'est pas le cas d'aucun de ces romans. Aucun de ces 4 romans, à mon avis, n'est trop chargé. C'est pas chez vous où, au départ, c'était beaucoup plus long? Non. Et vous n'avez pas du tout? Du tout, non. Ou chez vous, peut-être? Ou c'était plus long et non. vous avez dégraissé? Non. Oui, moi, je l'ai parce qu'en le retravaillant, mais ça, n'importe qui... oui, ça c'est classique. On enlève. Mais, On enlève. Non, moi j'aime l'idée de promesse, d'ouverture. Je crois que c'est le commencement d'un chemin d'écriture. Et toutes les écritures évoluent, on le voit dans les œuvres des uns et des autres. Pour reprendre Duras, il y a un chemin entre ces premiers livres et les derniers. Et je crois que c'est la beauté aussi d'une œuvre. Est-ce que vous êtes surprise par la manière dont votre livre est lu? C'est-à-dire que d'entendre pour la première fois quelqu'un qui dit « voilà ce que j'ai ressenti à la lecture », et donc, en conséquence, sensible à l'écart qu'il peut y avoir entre votre projet et ce qui en est compris. Non? Oui, bien sûr. D'abord, on est surpris qu'il soit lu, tout simplement. Enfin, dans mon cas. Et puis ensuite, la manière dont il est lu, toujours, en effet, puisque ça nous échappe et on s'aperçoit qu'on a beau être sur le qui-vive et essayer d'avoir cette forme de vigilance, les choses nous excèdent, en effet, l'horizon d'attente ou l'idée que l'on se fait des choses. Donc ça, je trouve que ça me semble très net. Moi, j'avais une question que j'ai oublié de poser tout à l'heure, c'était par rapport... Parce que Alain, donc, s'appelle vraiment Alain. C'est son nom, d'accord. Parce que ça veut dire qu'il a un impact, ce livre, comme il le fait exister très fort, pour effectivement tous les gens qui l'ont connu, pour sa compagne, tout ça. On dit que c'est fort, quoi. Ce qu'elle vise, c'est est-ce que dans vos proches, il y a eu des réactions, puisque cet Alain a existé? Des gens qui l'auraient connu aussi. Assez peu, je dois dire, de la part de mon père, évidemment, mais il y a peu de revenants. Et j'imaginais que finalement, des gens, par ricochet, par ouï-dire, seraient revenus ou m'auraient fait des signes. Et il y en a eu très peu. Puisque finalement aussi, Alain est mort avant Internet, avant etc. Donc il n'y a absolument, ce que j'évoque, il n'y a absolument rien de lui, rien ne conserve sa trace. Et je pensais que là, je posais un peu une pierre sur une tombe et qu'on allait peut-être m'en savoir, qu'il y ait une trace de gratitude ou quoi que ce soit. Mais non, ça, je dois dire que ça ne s'est pas produit. Ça prendra peut-être du temps. Mais la compagne, par exemple. La compagne, non, rien. Alors, je ne lui ai pas fait savoir que le livre... Elle ne le sait pas. Non, elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas. Non. Je ne l'ai signalé à personne en me disant le livre vivra sa vie et on verra. Et là, Guarafa, est-ce qu'il y a eu des retours étonnants par rapport à ce que vous avez écrit? Moi, la chose à laquelle je n'avais pas du tout pensé en écrivant, c'était au rôle de la mère. Moi, j'ai décrit mon héroïne, c'est pas qu'elle n'aime pas sa mère, c'est encore pire que ça, c'est qu'elle lui est totalement différente. Elles n'arrivent pas du tout à s'atteindre. Oui. Et s'il y a un lien qui est bien sacralisé dans nos sociétés, c'est bien le lien mère-enfant et d'autant plus le lien mère-fille. Donc moi, j'avais pas du tout pensé à ça. Ma mère l'a lu, elle s'est pas du tout sentie concernée car elle n'est pas la mère du roman. Mais par contre, elle a été très touchée par les réactions qu'il y avait aux alentours où ils ont fait l'amalgame et c'est à partir de ce moment-là que les retours étaient un peu négatifs. Et donc, les gens qui lui sont proches savent que ce n'est pas elle, mais c'est vrai qu'il y a eu des commentaires, notamment, où j'étais horrible avec ma propre mère. Les gens font le mélange entre la narratrice, l'autrice, etc. Bon, bref. Et j'ai vu que ça, elle n'était pas super enjouée. Ça, c'est une des choses, effectivement, les plus difficiles à vivre pour un premier livre ou même les suivants. C'est la première chose que veulent savoir les lecteurs, c'est est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la part biographique? Où êtes-vous réellement? Il y a une question là, c'est vous là, évidemment. Non, pas que. Je n'ai pas de tatouage, je ne suis pas inscrite sur un site de rencontre. Mais vous faites de la moto. Il y a une partie d'imaginaire. Vous faites de la moto. J'en faisais, mais je n'en fais plus. Ah bon? Il y a une grande partie d'imaginaire. Non, permettez-moi d'avoir aussi imaginé. C'est pour ça que c'est un roman. Ça laisse une liberté. Et donc c'est là où Flaubert disait effectivement qu'il dans un livre, on était à la fois partout et nulle part, bien entendu. Donc il y a
Après, est-ce que cette question apporte, voilà, ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est quand même, il y a une espèce de soif des lecteurs de savoir ça, souvent. Oui. Hein. Vous devez avoir ces questions. Mais ça, c'est les mauvaises questions des lecteurs. Oui. Mais il y a aussi des bonnes questions des lecteurs. Ce sont les questions des proches, surtout. Et on peut les comprendre. C'est vrai que moi, quand je décris une scène où l'un des meilleurs amis de Claire est pendu par accident dans la ferme de Claire, beaucoup m'ont demandé, puisque j'ai aussi grandi dans une ferme, si c'était une histoire vraie. Donc on peut le comprendre, puisqu'il y a des projections. Mais je veux dire, il y a aussi les surprises. Alors vous parliez, au fond, vous n'aviez pas envisagé qu'on critique de cette façon le rapport de votre héroïne avec sa mère. Mais il y a autre chose. C'est que dans cette espèce d'errance de votre héroïne, il doit y avoir quelque chose qui, dans la manière dont on s'est vécu par les lecteurs, est totalement différent. Moi, par exemple, si vous voulez, en lisant votre livre, je me suis demandé à la recherche de quoi vous étiez. Je me suis dit, je ne savais pas du tout comment vous étiez. Je me suis dit, à quoi elle ressemble et pourquoi est-ce qu'elle est à la recherche comme ça de quelque chose qu'elle ne trouve pas. Et ça, je trouve que c'est très très réussi dans le livre. C'était, encore une fois, ça aurait été bien mieux de ne pas trouver la dédicace. Mais la dédicace, c'est quand même ceux qui piétinent. Ceux qui piétinent, comprenez, c'est pas très excitant, ceux qui piétinent. Non, mais c'est plein d'empathie. Moi, je trouve. C'est de l'empathie pour tous ceux qui... Quand on voit les... Enfin, moi, je trouve qu'elle Ceux qui ont du mal à cristallise tout un avancer. tas de choses dans le roman et... Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Elle cristallise. Ah, vous aimiez bien l'héroïne. Oui, notamment entre l'écart dont vous parliez tout à l'heure des lecteurs et entre vous, ce que vous avez voulu dire, les retours, c'était que souvent, mon héroïne était considérée comme une anti-héroïne un peu antipathique, alors que moi, quand je l'ai écrit, mais pas du tout, je la voyais pas du tout de manière antipathique. Donc voilà, ça c'est par exemple un... Non, elle n'est pas antipathique, elle est handicapée. Elle est handicapée, évidemment. Elle est handicapée dans la mesure où elle n'arrive pas à trouver des rapports forts avec quelqu'un. Oui. Mais non, racontez pas ça. Comme Votre beaucoup de gens. héroïne à vous, elle n'est pas du tout handicapée. Elle se donne à la vie avec beaucoup de gratuité. Ça se termine pas très bien. C'est pas grave. On va pas C'est pas très grave. spoiler le livre, comme on dit en bon français. Non, il faut pas spoiler. Non, mais si vous voulez, donc, ce retour du lecteur, est-ce que ça vous a appris quelque chose sur la manière dont on lit les livres? C'est-à-dire que, bien sûr, il y a autant de lectures que de lecteurs, mais en même temps, quand on lit les livres, on dit quelque chose quand on en parle à l'auteur, on dit quelque chose à l'auteur qui peut changer sa manière d'écrire. Est-ce que vous allez rester dans la même veine? Ouais, moi je pense qu'il faut l'écouter, mais pas trop l'entendre non plus, parce que sinon on infléchit quelque chose. Donc après, Il ne faut pas réfléchir quelque chose. Pas en fonction du lecteur, non, je crois pas ça, non. Après le lecteur, ce que dit Barthes, il continue d'écrire le livre, etc. Et ça vit sans nous. Mais après, j'ose espérer que non, qu'il faut se tenir à quelque chose. Et si on se met à vouloir répondre aux désirs présumés du lecteur, on s'aliène tout simplement. Donc je crois que c'est. Après, le risque du premier roman, c'est peut-être celui simplement de l'accomplissement aussi, de se dire, on a publié quelque chose, on y est arrivé, voilà, ça c'est peut-être quelque chose qui guette aussi, de se dire c'est fait. Mais est-ce que vous avez dit que, par exemple, Alain Fournier, quand il a écrit Le Grand Monde, c'était son premier roman? Mais lui, c'est la guerre qui l'a tué, non? D'accord, c'était son premier roman et son seul roman. Bah ouais. Et ça marque des générations et des générations. Donc un premier roman, c'est pas forcément un essai. Oui, mais parce qu'il était fauché par la guerre. D'accord. Sinon, il en aurait écrit d'autres. Non mais d'accord, mais c'était déjà un chef-d'œuvre. Oui, c'est vrai. Je ne veux pas dire que dans vos 4 livres, il y ait déjà un chef-d'œuvre. Ce serait pas juste. Mais il y a des embryons de quelque chose. Et, des promesses, comme on disait. Oui, des promesses. Et moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est, au fond, pourquoi est-ce qu'on met à part les premiers romans dans notre société? Un peu comme si, le premier roman, c'était, vous voyez, vos premiers pas, tremblotant. C'est pas du tout le cas dans aucun de vos 4 livres. Ce sont déjà des livres accomplis, mais c'est souvent aussi une présentation. On connaît bien les éditeurs, Antoine, donc s'il y a un côté marketing. Le premier roman, la nouveauté, rien n'est vieux comme la nouveauté, comme disait le patron des Funambules dans le film de Carnet, Les Enfants du Paradis. Donc, mais il y a quand même on lance sous l'étiquette nouveau. Alors justement, la rencontre avec votre éditeur,
Ça a été difficile. Est-ce que vous avez eu l'impression que votre éditeur est intervenu de façon à altérer peut-être la logique de votre propos, ou est-ce que ça a été une boîte à lettres? Moi, ça m'a beaucoup aidée. Elle a compris mon travail, elle l'a respecté. Et on a eu un échange absolument équilibré. Elle n'a pas cherché à modifier le cours du récit. Elle m'a juste recommandé de laisser plus de part à la voix intérieure de Claire. Et je pense que c'était... Ça, c'est une bonne recommandation. Une bonne recommandation. Parce que c'est présent. Oui. Et on a eu vraiment elle n'a pas modifié le sens du texte et mon travail. Alors, Leïla Bourafa, indépendamment du fait que votre éditeur, si j'ai bien compris, vous a demandé quelle était la dédicace. Non, le pauvre, là, non. Non, parce qu'en plus, chacune de ses remarques était extrêmement pertinente. On sentait qu'il avait vraiment de l'expérience à la fois en tant que lecteur, mais aussi dans le métier. Et il me laissait vraiment très, très libre. Et j'étais totalement d'accord avec lui. Sinon, j'ai aucun problème à dire non, donc j'aurais tout simplement dit non. Mais vous n'avez jamais dit non? Non, parce que toutes ces remarques étaient très intelligentes. Et en fait, nous, on est tellement dedans quand on écrit qu'avoir un avis d'un professionnel, c'est incroyable. Il voyait des choses que moi-même, j'avais pas vues. Et donc, il est essentiel d'avoir... C'est pas le cas pour tous les lecteurs? Ah non. Ah bon? Ben non. Il y a autant d'avis que de lecteurs. Et donc, vous pouvez avoir... Enfin, j'étais totalement d'accord avec tout ce qu'il disait tout à l'heure, à savoir que si on commence à s'adapter à un lecteur, ben, c'est déjà pas possible, parce qu'il y a autant d'avis que de lecteurs. Ça peut être simplement se Il frotter faut garder sa voix intérieure. Bien sûr. Ensuite, le regard d'un professionnel est complètement différent du regard du lecteur. C'est un regard orienté qui apporte quelque chose. Enfin, vous verrez, donc, je pense qu'avec l'âge, effectivement, certains regards de lecteurs pourront vous faire découvrir des choses insoupçonnables pour l'instant. Ah non, mais ils disent des choses super intéressantes. Ça fait toujours des Et qui permettent justement, non pas d'infléchir, parce que c'est un peu péjoratif, mais de donner, d'ouvrir, pas tous, évidemment, pas tous, hein, on est d'accord. Bon. Mais quand même, il y a parfois, et puis il y a lecteurs et lecteurs. Hein, il y a des lecteurs qui sont des lecteurs absolument, des liseurs, comme on disait au XVIIIe siècle, des gens qui ont une telle pratique du livre et de la langue qu'ils sont peut-être mieux à même que nous de donner corps à quelque chose qu'on n'a même pas vu dans nos livres. Ça arrive fréquemment. Ça, c'est assez magique, d'ailleurs, oui, le fait que le livre se détache de nous, qu'il vive sa vie dans le regard des autres, et effectivement, que parfois les retours mettent en lumière des points, des choses qu'on avait écrites, mais peut-être de manière inconsciente. Il y a quelque chose d'assez formidable que le livre échappe, et qu'il soit pris en charge par l'intériorité d'un autre ou d'une autre. Colin évoquait tout à l'heure la réception avec Barthes, mais évidemment, c'est Hans Robertia aussi sur la réception, donc l'aspect fondamental de la réception d'un livre. C'est-à-dire qu'un livre n'est actualisé que s'il est reçu par un lecteur qui fait autant le boulot que l'auteur, en quelque sorte. Donc, moi, je pense qu'on est toujours un peu infléchi par le regard des autres, comme dans la vie, où on ne vit pas seul, mais on vit en communication avec les autres, on vit dans la société. Et moi, je pense que mon écriture pourra s'infléchir au fil du temps. On doit y penser, en tout cas, je veux dire, au lecteur, quand on écrit. Vous croyez? Ah non, justement, je pense pas. Ça, je sais pas, mais... Vous pensez pas au lecteur? Moi, non, pas du tout. J'écris extrêmement égoïstement, mais d'une manière très égoïste. Et de toute façon, le premier roman... C'est comme votre héroïne. Hein, oui, exactement. Oui, c'est autobiographique, ce petit défaut. Non, mais en fait, cette question, elle n'a pas de sens, parce que comment... Enfin, on connaît les réalités statistiques du monde de l'édition, donc comment on peut écrire un premier roman en pensant une seconde être publié? Enfin, moi, ça n'a pas été mon cas et c'est pas possible, même si on a beaucoup confiance en soi, parce que c'est mon cas, mais à aucun moment je me disais que mon roman allait être publié. Donc, à partir de ce moment-là, comment écrire pour un autre alors que cet autre n'existe pas encore? Enfin, pour moi, c'est pas possible. Je dis pas pour un lecteur, mais on y pense forcément. Je veux dire, il faut bien que la phrase arrive jusqu'à lui, que le paragraphe arrive jusqu'à lui, qu'il soit cohérent, qu'il comprenne. Adapter son écrit. Ah non, c'est pas ça. Mais on souhaite être publié. Je pense que si on écrit, on recherche une communication, on recherche le regard des autres. En tout cas, pour moi, c'est... Vous ne recherchez pas le regard des autres? Non, pas du tout. Moi, je vous ai dit, je voulais écrire un roman avant mes 30 ans parce que voilà. Aller voilà. jusqu'au bout du... Non, mais après, c'est génial d'être publié et d'être lu. Parfait. Mais
Mais quand on écrit, je sais pas, ça dépend des personnes, mais moi en tout cas, je pense qu'à écrire, point final. Bien, merci à tous les quatre. Alors, je rappelle les titres des livres. Marie Gauthier, donc, qui d'ailleurs a eu le prix Goncourt du premier roman pour ce livre, Court vêtu, chez Gallimard. Colin Lemoine, Qui vive, chez Gallimard. Cécile Guidot, donc Les Actes, chez Lattès. Et puis Leila Bouerafa, La dédicace, aux éditions Alary. Alors maintenant que cette émission est à son terme, je voudrais vous inviter à ouvrir ces livres. Essayez de les acquérir et allez les lire. Franchement, vous verrez des types d'écriture différents et vous verrez comment une nouvelle génération, aujourd'hui, arrive à la littérature. Bonsoir.